Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire que nous tenons à l'occasion des résultats annuels de la société Mauna Kea Technologies. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Sacha Loiseau, président directeur général, ainsi que Yves Gosset, directeur financier, qui reviendront sur les résultats annuels de l'exercice 2022. Ils se tiendront disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Ces questions, vous pourrez les poser dans l'onglet « Questions » qui se trouve en bas de votre écran. Merci à tous et je vais à présent laisser la parole à Monsieur Loiseau. Merci beaucoup Aurélie, bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des résultats annuels 2022 que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves qui est ici avec moi. Alors, je vais commencer par faire un bref rappel de qui nous sommes et de ce que nous faisons pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Nous sommes les inventeurs, les créateurs de la plateforme d'imagerie cellulaire en temps réel Cellvizio, qui est une plateforme unique et protégée par de multiples brevets, qui a littéralement changé la façon dont les médecins voient et traitent leurs patients, en leur offrant donc une visualisation en temps réel du fonctionnement des systèmes cellulaires microscopiques. Notre mission, c'est de fournir cette plateforme et toutes ces versions futures aux médecins et à nos partenaires afin de leur permettre de transformer les soins interventionnels du cancer. Nous avons une histoire déjà longue et riche. Nous avons mis sur le marché Cellvizio depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons un complexe de propriété intellectuelle très vaste avec plus de 250 brevets délivrés, une vingtaine d'autorisations réglementaires aux États-Unis et en Europe, mais aussi en Chine, au Japon, en Corée. Nous avons obtenu des codes de remboursement spécifiques aux États-Unis et un code de remboursement aussi en France pour l'utilisation de notre technologie. Il y a eu des dizaines de milliers de procédures qui ont été réalisées sur des patients dans une vingtaine de pays et plus de 1000 articles scientifiques cliniques publiés sur l'utilisation et les résultats obtenus dans diverses applications avec notre technologie Cellvizio. Nous avons récemment annoncé un accord important et une co-entreprise, une joint venture en Chine avec le groupe biopharmaceutique Tesli. Et nous avons d'autres collaborations de très haut niveau avec en particulier la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson, donc l'initiative sur le cancer du poumon, et avec Telix Pharmaceutical, une autre société de biopharmaceutique australienne. La thèse d'investissement de Mauna Kea aujourd'hui est assez simple. Nous avons passé des étapes très importantes dans notre développement commercial, le développement de notre communauté d'utilisateurs, l'accès au marché avec tout ce que je viens de décrire sur les codes de remboursement. Mais nous nous sommes aperçus depuis quelques années que les difficultés à passer à l'échelle commerciale pour une petite société comme nous qui s'adresse à plusieurs marchés était grande. Et donc, nous avons, fin 2021, décidé d'un nouveau plan stratégique qui s'appuie principalement sur des partenaires à beaucoup plus grande échelle que Mauna Kea, qui nous permettent de nous adresser à des marchés importants et multiples dans différentes aires thérapeutiques. Cela nous a permis, et nous allons le voir dans les résultats 2022, de réduire nos dépenses significativement, d'étendre notre horizon de trésorerie et de passer des étapes significatives sur ce nouveau plan stratégique. Nous avons aujourd'hui donc une stratégie qui est claire. Nous ciblons des sociétés biopharmaceutiques ou de medtech qui vendent des solutions principalement axées sur l'oncologie, donc dans le domaine du cancer, et pour lesquelles la technologie d'imagerie avancée Cellvizio est un différenciateur de performance. C'est-à-dire que nous ne parlons pas ici de distributeurs, mais de sociétés qui voient la plateforme Cellvizio comme vraiment stratégique dans leur propre développement de leurs activités. Donc nous pensons que les résultats que nous allons aujourd'hui dévoiler reflètent cette thèse d'investissement. C'est un modèle d'entreprise plus efficace en termes de capital. Nous avons une marge brute qui est très solide et qui nous permet justement d'avancer dans cette direction. Ça va nous permettre d'accéder à de plus vastes marchés au lieu d'être uniquement focalisé sur un marché pour lequel nous avons une activité commerciale et donc d'accélérer
le rythme de monétisation de notre propriété intellectuelle très riche et aussi de vous fournir des résultats financiers plus prévisibles, ce qui sera certainement le cas à partir de cette année. Nous avons de très larges opportunités de marché. Ces chiffres que l'on voit ici, qui représentent à la fois des ventes d'équipements, mais aussi des ventes de consommables, c'est-à-dire du produit récurrent annuel, sont très importants. Ils reposent sur des analyses qui sont publiées, qui peuvent être mises à la disposition des actionnaires, et donc dans des marchés comme la gastro-entérologie, pour lesquels nous avons déjà une activité importante, en particulier dans le domaine du cancer de l'œsophage et du cancer de l'estomac, mais aussi des lésions kystiques potentiellement cancéreuses du pancréas. Et nous avons des marchés en développement que l'on voit ici en vert et en orange, par exemple, donc avec le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sur lesquelles nous avons eu une publication remarquable en fin d'année 2022, et bien sûr le marché de la pneumologie interventionnelle, c'est-à-dire de la détection précoce du cancer du poumon, que nous développons aujourd'hui avec la Lung Cancer Initiative de J&J. Mais aussi des marchés en développement, donc vers la partie gauche de la diapositive, donc moins matures, en particulier la neurochirurgie que nous allons développer avec notre partenaire chinois, et l'urologie qui fait aujourd'hui qui est le sujet de notre collaboration avec Telix, société de biopharmacie australienne. Nous avons une feuille de route pour la plateforme Cellvizio, qui en est aujourd'hui à sa 3e génération, qui est parfaitement alignée avec les besoins à la fois des utilisateurs, mais aussi de nos partenaires et donc clients. Cette feuille de route comprend des briques technologiques extrêmement importantes, en particulier l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire, dans laquelle nous étions assez pionniers au moment de notre introduction en bourse. Nous avions déjà un projet qui s'appelait le Smart Atlas, qui s'est transformé plus tard bien sûr en une version plus moderne en termes de technologie et qui aujourd'hui, disons, a repris un rôle assez central dans nos développements. Nous avons un autre axe très important et très intéressant qui s'appelle l'imagerie moléculaire, qui consiste à combiner notre technique d'imagerie avec des molécules spécifiques qui sont développées par des sociétés biopharmaceutiques avec lesquelles nous avons pour certaines des collaborations comme Telix, mais aussi On Target Labs. Nous avons un axe de développement sur la combinaison avec tout ce qui est robotique, en particulier les systèmes d'assistance à la chirurgie, mais aussi d'assistance à l'endoscopie, comme le robot Monarch de la société Ethicon, donc qui fait partie de J&J. Et nous travaillons beaucoup à l'utilisation de nos images, de la data générée par le Cellvizio pour des projets qui pourraient intéresser des sociétés pharmaceutiques. Enfin, peut-être de façon notable, nous avons validé cette nouvelle stratégie commerciale en milieu d'année dernière avec la signature d'un accord très important avec la société Tassi Pharmaceutical, donc société familiale qui pèse quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine. Cet accord a plusieurs axes. Le premier, c'est donc de créer une joint venture qui devient notre partenaire exclusif en Chine pour le développement du marché chinois, qui est un marché sur lequel nous sommes présents depuis déjà une dizaine d'années avec une 50aine de Cellvizio installés et nous savons qu'il fallait absolument passer à une étape suivante de notre développement chinois pour accéder à un marché beaucoup plus important. Et enfin, et deuxièmement, la création d'une plateforme dédiée à la neurochirurgie qui sera, elle, vendue au niveau mondial et donc pour lesquels la joint venture détient aujourd'hui les droits de propriété intellectuelle. Cet accord nous permet de recevoir 10 millions de dollars donc à brève échéance. Nous avons déjà reçu, comme annoncé en janvier, 6,5 millions de dollars et nous nous apprêtons à recevoir une deuxième tranche de 2,5 millions de dollars dans les jours ou les 2 semaines qui viennent, ayant passé une étape importante de notre développement contractuel. Alors, je me permets de revenir sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2022, qui est une bonne introduction aux résultats annuels, puisque lors de la publication des ventes 2022, nous n'avions pas fait de webinar. Donc, c'est un chiffre, d'abord le chiffre d'affaires qui a été très stable et ce qui était un de nos objectifs corporate par rapport à 2021, très stable
malgré une réduction très significative des effectifs commerciaux que nous avions annoncé donc fin 2021, début 2022, et une réduction très significative des investissements en marketing et en frais commerciaux sur l'année 2022. Donc, c'est un très bon résultat dont nous sommes très contents, et donc une stabilité avec 3% de réduction par rapport à l'année précédente pour s'établir à 7 500 000 euros. En termes de revenus totaux sur l'année 2022, nous n'avons pas de revenus provenant de l'accord avec Tasly. Ces revenus apparaîtront à partir du premier trimestre de cette année, donc qui vient de se terminer. Mais nous avons les autres revenus qui sont principalement du crédit impôt recherche, qui était légèrement inférieur en raison d'une phase différente de R&D pour l'année 2022. Et donc, voilà à quoi ressemble le chiffre d'affaires. Si on le regarde par géographie, on voit bien sûr que les États-Unis ont représenté une part majoritaire à 56%, en particulier parce que lorsque nous avons signé l'accord avec Tasly en milieu d'année 2022, nous avons cessé de vendre à notre partenaire chinois qui est toujours notre distributeur, ou plutôt qui est le distributeur de la joint venture aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un impact important sur le chiffre d'affaires direct généré en Asie-Pacifique lors de l'année 2022. On a eu une bonne progression sur le deuxième semestre des ventes en Europe et dans le reste du monde. Et tout cela, malgré un impact négatif de la pénurie de l'agent de contraste utilisé dans le monde entier avec le Cellvizio aux États-Unis. La pénurie a eu lieu aux États-Unis, et donc pénurie qui est encore d'actualité malheureusement, mais pour le moment dont on n'a pas encore ressenti les effets. Enfin, un petit focus sur la productivité des ventes aux États-Unis. C'est un point important puisque c'est vrai que dans les dernières années, cette productivité n'était pas bonne. Nous sommes très contents de pouvoir afficher une bien meilleure productivité qui est maintenant dans les benchmarks, disons, de la MedTech, puisque avec à peine entre 6 et 7 personnes à plein temps sur l'année 2022, nous avons fait finalement la même performance que lorsqu'il y avait 16-17 personnes. Et donc, on a une équipe qui est très soudée, très motivée, qui est contente d'avoir tenu son budget, ce qui n'était pas arrivé peut-être depuis quelques temps en 2022, et qui a abordé l'année 2023 avec énormément d'énergie et d'enthousiasme. Donc, on a vraiment, aux États-Unis en particulier, mais ça a été le cas en Europe, on a pu démontrer une vraie adéquation entre les besoins de notre marché aujourd'hui et de notre produit, ce qui est particulièrement satisfaisant. Et quelque chose que j'aime bien dire aujourd'hui aux investisseurs, c'est que la grande différence entre ce qui s'est passé en 2022 et ce qui se passait peut-être en 2012, après notre IPO, c'est qu'en 2012, nous nous adressions à des hôpitaux que tout le monde connaît. Ce sont les plus grands hôpitaux de la planète, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe ou au Japon ou ailleurs. Donc des hôpitaux très connus comme la Mayo Clinic, le Cedars-Sinai, le Massachusetts General Hospital. Aujourd'hui, nos 50 plus gros clients aux États-Unis sont des hôpitaux qui sont parfaitement inconnus du grand public ou des investisseurs, parce que ce sont justement des hôpitaux qui sont petits, qui font beaucoup de volume de procédures et qui sont donc vraiment le cœur du marché d'un instrument qui fonctionne comme le Cellvizio et qui est maintenant adapté à l'utilisation par, j'ai envie de dire, n'importe quel gastro-entérologue qui fait de l'endoscopie aujourd'hui, que ça soit haute ou basse. Donc ça, c'est très satisfaisant et ça montre bien sûr les progrès réalisés en particulier ces dernières années pour nous adresser au marché américain. Voilà, alors sur ce, après cette introduction, je vais maintenant passer la parole à Yves, qui va pouvoir détailler les autres lignes, bien sûr, du compte de résultats consolidé 2022. Alors voilà le compte de résultats consolidé 2022. Comme précédemment dit par Sacha, le chiffre d'affaires 2022 est en légère diminution de 3% à 7,5 millions d'euros, malgré la baisse significative des dépenses marketing et la réduction majeure des effectifs de vente. Cette légère baisse est, cela dit, notamment liée à l'effet de la crise Covid, à la signature du deal avec Tasly, dont une des conséquences a été l'arrêt des ventes vers notre distributeur historique chinois. Enfin, la pénurie d'agents de contraste dont parlait Sacha aux USA a impacté notre chiffre d'affaires dans ce territoire. Et cet effet pourrait malheureusement réapparaître en 2023.
Mauna Kea maintient une solide marge brute à 73,2%, en retrait de 1% par rapport à 2022, malgré le contexte inflationniste et les problèmes d'approvisionnement, notamment dans le domaine de l'électronique. C'est une très bonne performance dont nous pouvons nous féliciter. Les charges opérationnelles diminuent de 3,5 millions d'euros, suivant le plan de réorganisation de la société, ce qui a permis une amélioration des conditions d'exploitation avec une amélioration de l'EBITDA de 3,1 millions d'euros. Les seules charges opérationnelles augmentant facialement sont les charges de R&D. Elles progressent de 0,4 millions d'euros en raison de la comptabilisation en 2021 sur cette ligne d'une subvention, la subvention Percé, pour 0,2 millions d'euros, et de l'immobilisation de charges de personnel, toujours en 2021, sur le système 7 Visio Gen 3 que Sacha vous a présenté tout à l'heure, ce qui ne s'est pas reproduit en 2022, car celui-ci a été mis en service fin 2021. En dehors de ces éléments spécifiques à l'année 2021, les charges de R&D courantes 2021 et 2022 sont à peu près équivalentes. La mise en service du 7 Visio Gen 3 fin 2021 a également entraîné la comptabilisation d'amortissement, expliquant la hausse du poste dépréciation et amortissement en 2022, un effet année pleine. Le résultat opérationnel non courant était constitué en 2021 de la provision pour restructuration consommée en 2022. Le résultat financier est quant à lui en baisse de 0,9 millions d'euros en raison notamment d'effets de change défavorables et d'intérêts liés au remboursement de la dette plus conséquents qu'en 2021. Tous ces éléments pris en compte, l'EBIT et le résultat net progressent de 2,3 millions d'euros par rapport à 2021. Concernant le bilan consolidé, comme on l'a précédemment évoqué, les provisions non courantes comportaient en 2021 la provision de restructuration payée en 2022. Le point notable de l'exercice au bilan est la comptabilisation d'une facture de 6,5 millions de dollars fin 2022 vis-à-vis de la JV avec Tasly, venant impacter les clients et comptes rattachés, ainsi que les autres passifs courants. Celle-ci a été encaissée en janvier 2023. Concernant le tableau de flux de trésorerie 2022, la diminution du cash burn a permis d'améliorer les flux nets de trésorerie opérationnelle de 1,4 million d'euros. Les flux de financement en 2022 ont été moins conséquents, expliquant une variation de trésorerie moins favorable. La trésorerie s'établit comme vu au bilan au 31 décembre à 3,1 millions d'euros. Elle s'est fortement améliorée fin janvier 2023 suite à l'encaissement de la créance de 6,5 millions de dollars émise vis-à-vis de la joint venture montée avec Tasly. La position de cash à fin janvier était de 9 millions d'euros. Nous attendons la réception, comme évoqué précédemment, d'un complément de paiement de 2,5 millions de dollars dans les prochains jours. Merci beaucoup Yves pour ce résumé bien complet de la situation financière. Et donc, avant de vous passer la parole, je conclurai en disant que aujourd'hui, nous avons plus que jamais la conviction que la plateforme Cellvisio joue un rôle très important dans un nombre clé, un nombre déjà important d'aires thérapeutiques, que ce rôle est validé non seulement par les médecins, les utilisateurs, mais aussi par maintenant des partenaires clés, comme Johnson & Johnson ou encore OTL ou Telix ou Tasly. Que donc notre nouvelle stratégie qui va consister à nous concentrer, nous, sur ce que nous avons toujours su faire le mieux, c'est-à-dire le développement de nos produits, de ces applications, des accords réglementaires, des preuves cliniques et de la communauté d'utilisateurs, et nous reposer sur des partenaires puissants commercialement pour nous adresser à des marchés importants de façon plus rapide. Nous avons aujourd'hui constitué depuis maintenant 18 à 24 mois un pipeline assez solide de partenaires stratégiques avec qui nous discutons et qui, comme je l'ai dit, considèrent que le Cellvisio peut jouer un rôle important dans le développement de leurs propres activités. Et donc, nous sommes confiants dans le fait qu'en 2023, eh bien, nous pourrons cueillir les fruits de tous ces efforts et offrir aussi à nos actionnaires, nous espérons, un meilleur rendement que peut-être dans les dernières années.
Voilà, merci beaucoup de votre attention et maintenant, nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci Sacha, merci Yves pour cette présentation. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez à présent poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas de votre écran. Et également, avant de commencer cette session de questions et réponses, le webinaire sera mis à disposition sur le site de Mauna Kea à l'issue de cette présentation. Donc, Sacha, Yves, nous avons une première question qui concerne notamment vos partenariats stratégiques. Vous en avez qui sont déjà en cours, notamment avec Telix ou encore Johnson & Johnson, comme vous l'avez mentionné. Pouvez-vous nous indiquer où vous en êtes à présent et combien de partenariats stratégiques sont à présent dans le pipeline pour 2023? Oui, merci. Merci de cette question. Évidemment, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas vous dire exactement combien on a de partenariats stratégiques dans le pipeline, mais il se trouve que nous avons, comme nous l'avons montré, plusieurs activités donc, dans des aires thérapeutiques différentes. La gastro, et dans la gastro, il y a différentes applications qui sont en fait assez séparées. Par exemple, nous avons parlé en 2022, et nous l'avons rappelé dans notre communiqué de presse, d'un résultat clinique majeur dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, en anglais IBD. Ça, c'est quelque chose qui intéresse considérablement les industries pharmaceutiques. Et donc, nous avons aujourd'hui initié pas mal de conversations avec plusieurs industries pharmaceutiques. En revanche, du côté de l'activité commerciale américaine dans le domaine de l'œsophage, eh bien, c'est une activité, bien sûr, qui intéresse potentiellement un grand nombre de sociétés de medtech qui évoluent dans le domaine de la gastroentérologie. En urologie et en chirurgie urologique, nous discutons bien sûr avec notre partenaire Telix non seulement de la continuité, mais surtout de la nouvelle phase de notre partenariat qui pourrait se concrétiser en 2023. Bien entendu, les discussions avec Johnson & Johnson avancent. Il y a eu beaucoup d'activités autour de leur propre développement en robotique. Et donc, nous avons confiance sur le fait que nous apportons une solution intéressante pour Johnson & Johnson dans leur développement de marché avec leur solution qui s'appelle le Monarch. Et nous avons d'autres applications qui sont à des niveaux de développement clinique variés, mais qui peuvent intéresser donc différents partenaires. Alors ensuite, on nous pose une question sur les perspectives 2023. Alors, même si aujourd'hui, on ne peut pas, vous savez qu'on ne donne pas de guidance et on ne peut pas donner de chiffres, ce qui est sûr, c'est que, comme on l'a dit, à partir de ce trimestre ou le trimestre qui vient de s'écouler, nous allons pouvoir comptabiliser certains revenus provenant de notre accord avec Tesla et que donc les perspectives d'amélioration aussi bien sûr du résultat de la société sont bonnes. Et donc, nous continuons dans cette direction et nous pourrons, j'espère, donner plus de visibilité justement sur certains produits récurrents qui seront là à partir de maintenant. Merci Sacha pour cette réponse. Concernant justement votre partenariat, votre joint venture avec Tasly, pouvez-vous préciser en quoi consiste l'échange de certains droits de propriété intellectuelle et de licence et quel est son impact? S'agit-il d'un transfert de technologie? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée parce que ça peut faire un petit peu peur, hein, bien sûr, quand on signe un accord comme cela et on crée une JV. Alors, vous imaginez bien qu'on a fait très attention à tout ça et que nous n'avons évidemment pas du tout déshabillé Mauna Kea de technologie ou de droits de propriété intellectuelle importants. Nous avons transféré en effet certains brevets qui sont très spécifiques à l'imagerie du cerveau avec certaines sondes que nous avons développées pour le Cellvizio dans la joint venture dont nous possédons aujourd'hui donc 49%. Nous avons ensuite procédé à des accords de licence qui permettent à la joint venture d'exploiter commercialement le Cellvizio d'une part, et dans une deuxième phase, nous aimerions pouvoir fabriquer donc sous licence et nous-mêmes à travers notre joint venture une version purement chinoise du Cellvizio qui ne sera destinée qu'au marché chinois et qui permettra de nous adresser à un marché beaucoup plus vaste que le marché des grands hôpitaux aujourd'hui académiques qui sont nos clients en Chine. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un transfert de technologie, c'est-à-dire que nous allons conserver, nous conservons d'abord la propriété de la technologie évidemment, et nous allons transférer à un moment en fait un
un composant clé dans lequel il y a un certain nombre de choses qui seront, disons, un peu comme une boîte noire pour la joint venture et qui permettra d'assembler une version chinoise du Cellvizio. Donc, nous pensons absolument avoir préservé, bien sûr, les intérêts de nos actionnaires en ayant fait cet accord qui a été évidemment assez long à mettre en place et pour lequel tout cet aspect a été considérablement travaillé avec nos avocats qui avaient une grande expérience justement dans le domaine des JV avec la Chine. Alors, on nous pose des questions sur les prévisionnels de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Comme je disais, nous ne donnons pas de prévisionnel. En revanche, on peut dire que de façon mécanique, grâce au revenu qui va commencer à être comptabilisé, on peut évidemment penser à une amélioration de l'EBITDA de la société sur l'année 2023. Nous avons aujourd'hui une trésorerie qui, comme nous l'avons publié aujourd'hui, nous permet de passer le test des 12 mois de trésorerie. Nous avons différents moyens, bien sûr, d'ores et déjà pour améliorer cette trésorerie, en particulier en faisant par exemple appel à une ligne de financement en fonds propres. Mais ce que nous voulons, c'est continuer, comme nous l'avons montré avec l'accord avec Tasly, eh bien, c'est de continuer à explorer tout ce pipeline de partenaires stratégiques que nous avons constitué pour justement permettre éventuellement d'aboutir à des accords qui permettront bien sûr de financer la continuité de nos activités et surtout leur développement dans différents domaines pour les années qui viennent. Pour compléter par rapport à la question, Tasly la JV n'est pas l'unique source de revenus, on continue notre activité habituelle. Bien entendu, même si nous cherchons aujourd'hui justement des partenaires qui permettront d'accélérer la croissance de cette activité en gastro-entérologie aux États-Unis en particulier, eh bien, nous la continuons et comme je l'ai dit, elle est devenue beaucoup plus efficace et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes confiants sur le fait qu'elle peut maintenant intéresser des partenaires qui, eux, ont sur le terrain, bien sûr, beaucoup plus de vendeurs que nous. Merci beaucoup à tous les deux. Autre question justement à propos de cette joint venture. Est-elle destinée à être profitable dès cette année et si oui, comment? Alors, la joint venture, alors là encore, on ne fait pas de prévision sur le compte de résultat de la joint venture, mais la joint venture aujourd'hui est en train d'embaucher pas mal de gens. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, comme message, c'est que nous avons créé une joint venture avec une société de taille importante qui voit cette joint venture comme un développement stratégique. La société, la joint venture, est financée par le groupe Tasly Pharmaceutical. Donc aujourd'hui, cette joint venture embauche un certain nombre de gens pour assurer non seulement le développement commercial de plus grande envergure que ce que nous avons aujourd'hui en Chine, mais aussi pour financer des activités techniques qui vont permettre de développer, comme nous l'avons dit, le Cellvizio dédié aux applications en neurochirurgie. Donc, bien sûr, nous faisons partie de tous ces recrutements, c'est-à-dire que nous interviewons un certain nombre de candidats, nous avons des très belles candidatures, et donc la JV va effectivement devenir une société, bien sûr, à part entière, avec ses activités de développement, de marketing, de vente, etc. etc. Il y a peu de chances que la JV soit profitable dès cette année. Ça semble peu probable. En revanche, elle va commencer ses activités commerciales et développement là dans les semaines qui viennent. Alors, on nous demande ce que c'est qu'une version chinoise du Cellvizio. Eh bien, c'est une version qui sera entièrement localisée, c'est-à-dire que, par exemple, déjà, l'interface du Cellvizio aujourd'hui qui est utilisée en Chine, elle est en anglais. Elle n'est pas en chinois. D'ailleurs, la version du Cellvizio qui est présente en Chine n'est pas la version qui est présente aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui, qui est notre 3e génération. Donc, l'idée, c'est à un moment d'avoir une version qui soit qui utilise des composants qui sont sourcés localement, qui sont moins chers et qui permettent aussi de passer par les fourches codines des agences réglementaires de façon plus rapide et donc d'être très rapidement disséminés dans un très grand nombre d'hôpitaux pour lesquels aujourd'hui la version actuelle du Cellvizio n'est pas adaptée. Merci beaucoup, Sacha. L'un des participants s'interroge justement sur le niveau des ventes de Tasly durant ce premier trimestre.
Les résultats de Mauna Kea du premier trimestre seront publiés le 20 avril, mais est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire un commentaire là-dessus? Alors, bien sûr que je ne peux pas faire de commentaires sur les résultats qui seront publiés le 20 avril. Je ne suis pas sûr exactement de savoir ce que l'on veut dire par les ventes de Tasly. Je n'ai évidemment pas de commentaire à faire sur les ventes que Tasly ferait de son côté. Ils feront leur publication. Si c'est les ventes que nous ferons à la joint venture, je n'ai pas de commentaire non plus à faire aussi ce soir, mais rendez-vous le 20 avril pour les ventes du premier trimestre de Mauna Kea. Alors, on me demande si la version chinoise du Cellvizio sera produite en Chine. Oui, c'est le but. Le but, c'est de fabriquer en Chine une version chinoise et qui sera donc beaucoup plus adaptée au marché chinois et qui pourra être mise sur le marché plus rapidement et s'adresser à beaucoup plus d'hôpitaux qu'aujourd'hui. Alors, bien sûr, on me pose beaucoup de questions sur le cours de bourse. Évidemment, ce cours de bourse qui n'est satisfaisant pour personne. J'ai envie de dire que malheureusement, il y a une sorte de dynamique où on se tire un petit peu une balle dans le pied, puisque malheureusement, beaucoup de gens profitent souvent de bonnes nouvelles pour prendre une plus-value. C'est dommage, évidemment, nous avons une vision très différente du développement de la société. Nous pensons que, en particulier grâce à tout ce que nous avons fait depuis maintenant 15-18 mois, eh bien, la société doit retrouver une valeur très différente. Et donc, nous espérons que les gens auront un peu plus de patience et pourront donc ainsi laisser la société se développer au niveau de son cours de bourse aussi, afin qu'elle puisse d'ailleurs attirer des investisseurs institutionnels qui permettront d'avoir une vision peut-être plus long terme et de stabiliser aussi tout cela. Donc voilà, c'est malheureusement le cas de beaucoup de sociétés de biotech et de medtech cotées en bourse sur Euronext aujourd'hui. On a aujourd'hui, je pense, de très bonnes cartes en main pour changer cela, avec, on espère, une confiance retrouvée de plus en plus, trimestre après trimestre, en l'équipe. Vous avez sûrement vu aussi, vous pouvez le voir sur notre site web, que l'équipe s'est à la fois resserrée et puis augmentée de nouvelles personnes de très haut niveau. Vous avez sûrement vu que j'ai recruté une directrice générale adjointe, donc avec 30 ans d'expérience en medtech, à la fois dans des grandes sociétés, mais aussi des plus petites structures, qui s'occupent aujourd'hui d'une très grande partie de l'activité opérationnelle de la société, avec énormément de succès. Et donc, ça se passe très, très bien. Et on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, en termes de nombre de salariés, il y a à peu près 70 salariés, dont 55 en France, comparé à un peu plus d'une centaine il y a un peu plus d'un an, puisqu'on a commencé le plan de repositionnement stratégique avec une restructuration fin 2021, où là, il y avait plus d'une centaine de personnes. Et en particulier aux États-Unis, il y a aujourd'hui une douzaine de personnes contre à peu près un peu plus que du double il y a 16 mois. En termes d'effectifs commerciaux, aux États-Unis, on a 7 personnes aujourd'hui à plein temps, alors qu'il y avait 16 à 17 personnes en fin 2021. Je pense que nous avons pu répondre à l'ensemble des questions et participants. N'hésitez pas à adresser vos questions par email. Je viens de voir qu'une dernière question vient de tomber. Si la joint venture tarde à dégager des moyens de son développement, elle peut appeler ses actionnaires en augmentation de capital. Ce risque est-il pris en compte par Mauna Kea? Alors, c'est aussi une très bonne question. Je suis très content que vous l'ayez posée. On n'y avait pas pensé, on n'avait pas pensé à parler de ça. En fait, la vision de la joint venture, en particulier par le groupe Tasly, c'est un jour de mettre cette joint venture en bourse sur un des marchés chinois. Et donc, pour cela, c'est en grande partie pour cela que nous avons transféré certains brevets et droits de propriété intellectuelle à la JV, parce qu'elle doit répondre à certains critères pour être éligible à un compartiment qui s'appelle le compartiment STAR. C'est un acronyme sur certaines bourses. Donc oui, nous avons parfaitement pris en compte
le risque d'augmentation de capital de la JV, en fait, c'est déjà écrit dans tous nos accords de fonctionnement, avec certains droits de suivi de la part de Mauna Kea ou pas, particulièrement en cas de levée de fonds pré-IPO au moment où ça sera le cas. Donc voilà, je pense qu'on a aujourd'hui prévu les bons cas de figure. Donc en gros, le risque de dilution de Mauna Kea dans la JV a été bien mitigé et pris en compte dans tous nos accords. Pouvez-vous revenir sur la structure du capital à présent? Quel est le flottant du capital et que représentent les particuliers dans ce flottant? Alors, le capital aujourd'hui, et d'ailleurs, je n'ai pas montré cette slide, le capital est constitué à 24%, ou peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce que ça n'a pas été mis à jour depuis quelques temps, par Johnson & Johnson, donc le bras armé de Johnson & Johnson. Il y a d'autres investisseurs institutionnels qui possèdent un peu moins de 10% du capital, et le reste, et justement, c'est le flottant, et donc les particuliers représentent une part importante du capital de Mauna Kea, et donc nous sommes ravis de pouvoir informer de plus en plus les particuliers de nos activités. Nous avons, comme vous l'avez vu, une initiation de couverture par Portes en Part il y a quelques semaines qui s'est très bien passée, et donc nous travaillons avec cette banque justement à la formation de leurs vendeurs et à la continuité de la dissémination de l'information sur la société dans leur réseau. Merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Une autre question vient de tomber au sujet de la Chine. Est-ce que vous explorez d'autres géographies en Asie et notamment en Inde? Alors, on a exploré dans le passé l'Inde, qui est un marché très compliqué, sur lequel faire du business représente un challenge important. Et donc ça a fait partie, il y a quelques années, des décisions d'optimisation de nos activités commerciales, réglementaires, cliniques, c'est-à-dire de ne plus poursuivre des activités dans des pays qui n'étaient pas rentables. Donc l'Inde en fait partie pour le moment. Maintenant, si demain on trouve un partenaire stratégique indien qui décide de travailler avec nous, on étudiera la question, mais aujourd'hui, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, écoutez, non, on me demande s'il y a un intérêt à avoir BPI au capital. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la cible d'investissement des différents fonds de BPI, mais on a des très bonnes relations avec la BPI qui nous a prêté de l'argent durant le Covid, comme à beaucoup de sociétés, et on verra dans le futur si ça a un intérêt. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. J'aimerais remercier tous les participants qui étaient nombreux de vos questions et de votre attention. Et bien sûr, rendez-vous le 20 avril pour les ventes du premier trimestre et d'autres opportunités, bien sûr. N'hésitez pas à communiquer avec la société si vous avez des questions spécifiques. Merci à tous de votre attention. Le replay de ce webinaire sera mis à disposition sur le site investisseur de Mauna Kea Technologies. Je vous remercie et très bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.